Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Lutte contre la drogue au Bénin, les acteurs du monde sanitaire et juridique renforcent la garde. Ils ont procédé à l'actualisation du programme national intégré de lutte contre ce fléau. Levée de la mesure d'interdiction de l'exploitation et l'exportation du bois, la décision du gouvernement est favorablement accueillie par les exploitants. On en parle dans cette édition. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications est en visite au Bénin. Objectif, renforcer les liens de coopération entre le Bénin et l'IUT. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Koudous Abdoulaye. Deux dossiers inscrits au rôle à la cour d'appel ce mardi. Tout à fait, deux dossiers qui ont pu être évacués. Il s'agit d'un cas de coup mortel et un cas de viol sur lesquels nous reviendrons plus amplement dans ce journal. Et on prend la direction de la cour d'appel, mais avant ceci. L'audience est ouverte. Nous voici de plein pied à la Cour d'appel de Cotonou. La première session de l'année 2017 de la Cour d'assises a démarré aujourd'hui. Tous les corps concernés sont mobilisés pour dire le droit. Quelle est la particularité de cette session? Écoutons le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou. Il est au micro de Jérôme Mongo. Je voudrais mettre en exergue ceci, c'est-à-dire au palmarès des infractions inscrites à ce rôle, le record est détenu par les cas de viol. Rien que les dossiers de viol font à eux seuls le tiers du total. Alors pour revenir à l'ensemble des dossiers, ils mettent 45 accusés pratiquement toutes en détention provisoire. Il y en a beaucoup plus qui sont en instance d'être jugés mais qui sont en liberté provisoire. Alors le raisonnement c'est qu'il ne sert à rien de programmer des dossiers de gens qui sont encore en liberté pendant que d'autres sont encore en détention. Donc il en sera de même à la prochaine session d'assises. L'objectif c'est de baisser considérablement, ou bien en tout cas de changer le ratio détenus en détention provisoire et détenus d'État est déjà jugé. Tel est l'objectif du parquet général. Pour finir, je voudrais donner la précision suivante. Contrairement à ce qui a été relayé, le dossier dit ICC Service n'est pas programmé au rôle de la présente session d'assises. D'ailleurs, ce dossier, c'est tout dernièrement qu'il a été clôturé par la chambre d'accusation. Dans ce sens, il pourra être programmé à l'une des prochaines sessions. C'est vrai, il y a un dossier qui peut avoir un lien partiel et accessoire avec le dossier ICC, mais ce n'est pas le vrai, disons, le gros dossier ICC que tout le monde attend. Jérôme Mongo, les deux dossiers inscrits au rôle à la cour d'appel ont pu être évacués et le premier est une affaire de coup mortel. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Un manque de patience peut amener loin, très loin. Nous sommes au dimanche 7 octobre 2012. Justin Baudrenou va réclamer 150 francs CFA, le prix de vente d'un fagot de bois. À son retour, il croise sur son chemin son oncle Blaise Baudrenou qui lui reproche de n'avoir pas patienté jusqu'au lendemain avant de réclamer son argent. Une altercation survient et Blaise Baudrenou, blessé, court chercher un couteau et poignarde à plusieurs reprises Justin Baudrenou au thorax. Ce dernier rend l'âme aussitôt. Poursuivi et inculpé de coups mortels, l'accusé Justin Baudrenou a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Son avocat, maître Luc Martin Honkarim, plaide légitime défense et demande qu'à la rigueur on lui considère le temps déjà passé derrière les barreaux. Mais pour le parquet général, tous les éléments constitutifs sont réunis en espèce en l'infraction d'assassinat et eu égard à l'article 309 alinéa 4 du Code pénal, il requiert 10 ans de travaux forcés. Après en avoir délibéré, la Cour condamne Blaise Baudrenou à 8 ans de travaux forcés, donc privé de liberté pour 3 ans et demi encore. La présidence de la Cour est assurée par Christophe Atimankan, greffier Christophe Tchéou. La société civile a été représentée par Christian Ataï,
Et l'avocat défenseur est maître Luc Martin Roucani. Jérôme, le deuxième dossier est un cas de viol sur une petite fille de 14 ans. Tout à fait, les prédateurs sexuels sur mineurs continuent de faire parler d'eux. Nous sommes en décembre 2002. Une jeune fille âgée de 14 ans à bicyclette allant sur son chemin vers l'école croise le nommé Jacques Amandé. Au même moment, le train passe. Les deux durent s'arrêter à bicyclette. Après le passage du train, Jacques Amandé surprend la jeune fille par derrière en l'attaquant par le cou. Il l'entraîne dans la brousse et lui impose des relations sexuelles. L'accusé reconnaît les faits tant à l'enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. Ce matin, le ministère public a requis contre l'accusé 15 ans de travaux forcés, alors que la défense a plaidé pour la clémence puisque les faits sont avérés. La Cour condamne Jacques Amandé à 10 ans de travaux forcés. Or, la scène s'est produite en décembre 2002. À la présidence, Marie Soudé Godonou, avec pour greffier Édouard Zavonon. Deux avocats, maître Igor Sacramento et maître Damien Falana, ont assuré la défense de l'accusé. Jérôme, un seul dossier est inscrit au rôle demain. Le dossier de demain est le cas de viol survenu à Cotonou en 2004, ainsi pour infraction et tentative de viol, violence et voies de fait. Deux prévenus vont comparaître. Merci à vous, Jérôme Mungbo. Et bien, suite de cette édition. L'audience est ouverte. On quitte la cour d'appel de Cotonou, mais on parle droits de l'homme. Premier anniversaire du forum thématique droits humains Bénin. L'événement a été célébré au centre de documentation de la cour d'appel de Cotonou autour d'une causerie débat. L'état des lieux des droits humains à l'ère de la rupture a été fait. Le point des assises avec Ulvaïs Balogun et Monique Toron. Des éveilleurs de conscience soucieux d'une justice indépendante et équitable qui nourrissent le rêve de voir le Bénin se hisser au rang des nations respectueuses des droits humains. Les membres du forum WhatsApp Droits Humains Bénin, profitant de leur premier anniversaire de création, loin du tintamarre des festivités habituelles, veulent veiller au bon respect des libertés et des droits de la personne humaine. Depuis un an, nous échangeons sur ce forum sur les bonnes et mauvaises pratiques. Nous faisons des discussions autour des décisions, des actes qui touchent la question des droits humains. Occasion pour relever les principaux problèmes en matière de droits de l'homme. Les violations des droits humains au Bénin ont été révélées le 22 février 2017 dernier par Amnesty International dans son rapport annuel 2016-2017. La protection du droit à la vie, la vision de l'État pour la garantie des droits humains et les contributions des organisations de la société civile étaient au cœur des échanges. La direction de l'administration pénitentiaire et de la protection des droits humains a entre autres la charge d'œuvrer à la protection et à la défense des droits et libertés des citoyens, des personnes privées de liberté, des étrangers et des réfugiés, de veiller au respect du principe de la non-discrimination à l'égard des couches sociales les plus vulnérables. Les membres du Forum Droits Humains Bénin, à travers cet anniversaire, invitent ainsi le gouvernement à veiller au respect strict du principe de l'égalité des citoyens et à la protection des droits humains. La situation de la consommation de drogue au Bénin préoccupe les acteurs sanitaires et juridiques. À la faveur d'un atelier de validation, ils ont procédé à la révision du programme national intégré PNI de lutte contre la drogue et la criminalité au Bénin. Ulvaïs Balogun et Alexis Sebemon. Comment faciliter la mise en œuvre d'un cadre stratégique national en vue d'une lutte efficace contre le trafic illicite, l'abus de drogue et la criminalité organisée? Il s'agit pour les parties prenantes de trouver une réponse adaptée, cohérente et coordonnée à la lutte contre la drogue au regard du tableau préoccupant que le Bénin présente. Selon l'évaluation de la situation faite par l'UNUDC en 2012, on note que la consommation abusive de drogue au Bénin est en hausse depuis plus d'une dizaine d'années. La consommation de drogue de toutes sortes est devenue un phénomène préoccupant avec des conséquences néfastes sur la santé, la cohésion sociale, la sécurité et la stabilité de l'État.
La révision et la validation du programme national intégré de lutte contre la drogue et la criminalité au Bénin s'avèrent donc indispensables. La lutte contre la drogue demande une réadaptation constante de nos stratégies, de nos moyens et outils, parce que les réseaux criminels qui alimentent le trafic licite de substances, comme vous le savez, posent chaque jour de nouveaux défis qu'il faut relever. Eu égard aux multiples défis du contexte susmentionné, cet atelier posera un jalon de taille dans l'actualisation du PNI par rapport aux nouvelles orientations définies dans le programme d'action du gouvernement. En élaborant un plan stratégique et opérationnel de mise en œuvre du programme national intégré, le Bénin s'engage aux côtés de ses partenaires techniques et financiers pour une lutte efficace contre les réseaux criminels de trafic de drogue. Les professionnels des médias et assimilés réunis au sein du groupe de réflexion et d'action pour le développement de la presse, GRADEP, s'approprient le contenu du projet de révision de la Constitution. C'est à travers une séance de rencontre à Cotonou. Aurélie Sauton, Alexis Kenob. De façon générale, ce projet est en phase avec le programme d'action du gouvernement. Cette rencontre est la première d'une série d'échanges qu'entreprend le groupe de réflexion et d'action pour le développement de la presse GRADEP en vue de prendre langue avec les différentes parties prenantes du projet de loi portant révision de la Constitution. L'objectif est d'amener les professionnels des médias et assimilés à s'approprier le contenu du document ainsi que les motivations des différents acteurs afin de mieux informer leur public. Dans ce devoir d'informer que nous accomplissons quotidiennement, nous influençons à notre manière l'opinion publique, sans toujours avoir les outils nécessaires pour mener le débat et sans toujours avoir donc les éléments techniques nécessaires pour bien orienter nos différentes interventions. Nous nous retrouvons donc dans un rôle d'arbitre et pour bien arbitrer, nous avons besoin d'avoir les sons de cloche de l'une et de l'autre partie. C'est un projet qui ne laisse personne indifférent dans notre société. Et donc décider de se l'approprier pour pouvoir en parler avec plus ou moins d'autorité, avec plus ou moins de détachement aussi et de distanciation scientifique et politique, me semble-t-il, est une démarche louable. Du mandat unique aux réformes institutionnelles, en passant par la ratification des accords économiques, le régime immunitaire des dirigeants et l'interdiction de certaines manifestations publiques, les articles proposés et surtout ceux qui sont à polémique ont été présentés et expliqués aux participants à cette rencontre. Le GRADEP entend étendre cette initiative à d'autres localités du pays. Le député de la 11e circonscription électorale, Pascal Lessou, a rencontré ses mandants le dimanche dernier. L'élu a entretenu ses populations au sujet du projet de révision de la Constitution. Cyprien Lokosso et Évariste Zomao. Faut-il réviser ou non la Constitution? Que pensent les populations du Kofo sur les 6 ans de mandat présidentiel que propose le projet? Autant de questions portées en débat ici à Aplaroui. On parle des députés à l'intérieur de cette Constitution. On parle du président, du mandat des députés et des conseillers communaux. Nous allons revenir sur ces articles qui sont les articles phares, selon nous, de la Constitution. Les échanges n'ont pas été toutefois paisibles. Les questions sur lesquelles les avis sont restés partagés ont troublé quelque peu l'ambiance. Mais au terme, l'objectif est atteint. Au départ, il y avait eu trop de mouvements parce qu'on ne se comprenait pas. Parce que d'aucuns croyaient que l'honorable a déjà pris sa position et il vient nous l'imposer. Non. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit on a voté le budget. Les députés ont pris 35 millions chacun. La dernière fois, on était parti à Dassa pour voter les lois. On dit chaque député a pris 100 millions. Pour le projet en cours, on dit que les députés ont pris 400 millions. Moi, si j'amasse tous ces sous-là, j'aurais déjà démissionné de l'Assemblée. Je vous demande de faire confiance
à vos mandataires. Projet de révision de la Constitution, les populations ici représentées ont une idée claire de quoi il s'agit. Elles ont d'ailleurs fait des propositions à leurs députés sur la conduite à tenir. Le député Pascal Essou repart très satisfait de la rencontre. Voyons ces images en off. Les magistrats n'approuvent pas la procédure d'urgence de la révision de la loi fondamentale. Ils ont marché à Porto Novo depuis Ersema à Wando jusqu'à l'Assemblée nationale. S'inscrivant dans la dynamique de liberté et de démocratisation, ils invitent le chef de l'État à écouter la voix du peuple. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, UIT, est au Bénin pour une visite de travail. Cette rencontre qui dure 3 jours s'inscrit dans le cadre de la perspective de renforcer la coopération entre l'UIT et le Bénin. Reportage précieuse à Kouéonou, Rosemont Thiapré. C'est en 1865 que l'Union internationale des télécommunications a vu le jour sous l'appellation de l'Union télégraphique internationale. Et depuis, elle s'est fixée comme objectif d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunications à tous les habitants de la planète. Les objectifs de l'UIT coïncident avec la vision du gouvernement à travers son programme d'action, celle de réduire la fracture numérique et de faire de l'innovation numérique un outil de création de richesse. Votre visite au Bénin permettra lors des échanges avec les chefs d'entreprise et promoteurs de jeunes entreprises innovantes de se pencher d'une part sur la contribution des télécommunications dans le développement durable et d'autre part sur la problématique du financement du secteur des technologies de l'information et de la communication. Transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest, cela passe forcément par l'unicité. Par exemple, à Bénin, vous avez plusieurs opérateurs. Chacun a son plan pour développer son réseau. Ces réseaux, c'est séparé. Le numérique va montrer son puissance si vraiment on travaille ensemble. Mais si l'infrastructure m'était encore séparée, c'est développé par chacun individuel, le potentiel de l'infrastructure n'est pas vraiment utilisé. Au nombre des activités inscrites au programme, le secrétaire général aura une audience avec le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale. Ce sera également pour lui une opportunité pour découvrir quelques sites historiques et culturels. Autre actualité, l'interdiction d'exploitation et l'exportation du bois au Bénin a été temporairement levée. Une décision qui suscite la joie dans le rang des exploitants. Augustin Baudou, Patrick Benou et Jean-Claude James nous en parlent. Lorsque le gouvernement a suspendu l'exportation du bois au Bénin, sans tenir compte de certains détails et surtout de l'exploitation des plantations privées, alors d'énormes dégâts et désagréments sont causés. Cet état d'âme a été exprimé il y a environ 1 an après le Conseil des ministres de l'actuel gouvernement le 13 avril 2016. Mais depuis la rencontre gouvernement exploitant de bois le 27 février 2017, la mesure de suspension a été levée. Cette décision, c'est une décision salutaire. Nous l'avons bien accueilli, mais seulement qu'il faut noter que beaucoup de choses, le temps ne permettait pas de toiletter véritablement les problèmes qui se posaient à nous. Et je dis, notre souhait serait qu'on n'aille pas à des impositions de taxes prohibitives, parce que ça va donner l'effet contraire. L'effet contraire serait que nos produits ne seront plus compétitifs sur le marché international, quand bien même nos produits sont prisés. Le décret, un projet de décret déjà prêté et envoyé en Conseil des ministres. Je crois que la taxation différentielle, c'est compte tenu du niveau de transformation que vous aurez à payer une taxe douanière à l'exportation. L'objectif, en fait, est d'amener le grand nombre de commerçants à aller vers la transformation, à créer plus d'emplois. Je puis déjà vous dire que nous étions déjà dans la transformation et que le gouvernement, sur ce plan-là, n'a fait que défoncer une porte ouverte.
Jusqu'au 31 décembre prochain, l'exploitation et l'exportation des espèces plantées de main d'homme et à croissance rapide comme le teck, l'acacia et le mélina sont à nouveau autorisés. Sauf que plus rien ne sera comme avant. Mais dire que ça soit sur toutes les formes, que le gouvernement est en train de nous pousser à organiser de n'importe quoi, je crois que c'est de faux problèmes. Pour les mesures qui ont été prises, il n'y a pas une guéguerre entre l'administration forestière, en tout cas entre les forestiers et les usagers. Là où nous ne nous comprenons pas, c'est qu'en réalité, eux, ils ont cru que les décisions prises par le gouvernement signifient qu'ils vont continuer le bordel qu'ils faisaient avant jusqu'au 31 décembre. Et nous leur disons non. En réalité, l'évacuation doit tenir non seulement compte du nouveau décret qui sera pris et qui fixe une taxation différentielle, mais également des tests législatifs et réglementaires qui existaient dans le secteur avant, mais qui n'étaient pas appliqués. Désormais, dans le secteur, le scanning est une exigence qui est saluée par les différents acteurs. Le gouvernement est allé jusqu'à parler de scanning. Il faut scanner les produits. Moi, en tant qu'usager, ça me rassure. Parce que le produit qui a été embarqué, je sais que j'ai une preuve que le produit ne comporte pas d'autres produits prohibés. La première audience que le ministre a accordée à mon syndicat, nous avions été les premiers à faire ces propositions-là, que le scanning doit être systématique et qu'il ne doit, c'est-à-dire le forestier doit savoir ce qu'il y a à l'intérieur avant que le conteneur ne soit embarqué. Une fois que ce réseau est maîtrisé maintenant, vous allez voir que les pressions sur nos ressources forestières vont diminuer et nous aurons de plus en plus un environnement sain parce que les changements climatiques, leur impact, leurs effets néfastes commencent à nous rattraper. Le reboisement devient alors un impératif. Soutenance de thèse de doctorat à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi, Léon Serman Zinsou, c'est l'impétrant diversité et écologie des macro-invertébrés benthiques du delta de l'Ouémé en est le thème. Il s'en est sorti avec une mention très honorable et félicitations du jury. Le reportage de Enoch Onkwati et Bernard Diawé. Diversité et écologie des macro-invertébrés benthiques du delta de l'Ouémé au Bénin, ainsi s'intitule la thèse de doctorat soutenue ce vendredi à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Pendant plus d'une heure dans l'auge, Léon Zinsou a exposé les résultats de ses travaux de recherche devant un jury de 6 membres présidé par le professeur Joseph Onwigan. On a choisi ce thème parce que aujourd'hui, il est à remarquer que la production halieutique est considérablement en baisse et les pêcheurs, quand ils vont sur l'eau, ne ramènent plus du tout donc, du poisson. Et donc nous assistons là à une question de pollution. Le sujet que nous avons traité a rapport donc globalement à étudier ces questions donc liées à la pollution, notamment comment est-ce qu'il faut évaluer la qualité donc, de l'eau. À l'issue de la délibération, le jury présidé par le professeur Joseph Onwigan a déclaré recevable la thèse de doctorat de Léon Zinsou. C'est un étudiant qui a été très studieux, très sérieux, très efficace. Et le sujet qu'il a développé est un sujet vraiment d'actualité. Nous parlons aujourd'hui des perturbations environnementales, des perturbations au niveau de nos plans d'eau, et cours d'eau. Et son travail vient à point nommé donner des connaissances très précieuses par rapport aux dispositions à prendre en vue d'assainir nos plans d'eau, les milieux aquatiques au Bénin. Alors, à travers son étude, il a mis en évidence des problèmes de pollution et en même temps a suggéré des solutions qui peuvent amener à améliorer la qualité de l'environnement. Ainsi, il a donc été élevé au grade de docteur avec la mention très honorable que félicitations des membres du jury. Les boulangers et autres acteurs du domaine de la pâtisserie sont en séance de réflexion. Ils prévoient faire un bilan de l'utilisation des farines locales dans la pâtisserie et la boulangerie. Les assises ont démarré ce 28 mars à Cotonou. Mylène Fanou et Bruno Rotepo nous font le point. Un exercice pour les boulangers du Bénin. L'état des lieux de l'utilisation des farines locales dans la pâtisserie et la boulangerie. L'utilisation de la farine locale, à savoir la farine de manioc, la farine de sorgho, la farine de maïs, la farine de la patate douce, dans la farine de blé pour produire du pain et des éléments de la pâtisserie. Ce serait un mélange des deux farines
dans des proportions données. Cette problématique-là tourne dans notre pays depuis au moins 20 ans. Malgré un décret sorti en 2008 portant sur l'utilisation de ces farines locales dans la boulangerie, l'habitude n'a pas changé. Cette idée tourne, on en est même arrivé à prendre un décret, mais on est encore là. Comme quoi, nous pensons tout, mais nous ne faisons rien. Rien n'a été fait pour plusieurs raisons. Soit parce que la disponibilité en farine locale se pose, on n'en existe pas, en quantité et en qualité. Soit les usines, les minuteries qui sont là, qui font de la farine de blé, n'ont pas pris la distance pour incorporer cette farine, si elle existait, dans la farine de blé et sortir un mélange de farine qu'on peut mettre à la distribution des boulangers. Et pourtant, les farines locales n'ont rien à envier aux farines importées. Du point de vue nutritif, la farine de blé n'offre pas les meilleures qualités qu'on puisse avoir. Il n'y a aucune raison objective pour s'accrocher exclusivement à la farine de blé. La question de la fabrication de la farine se pose comme une question fondamentale. La transformation des graines est donc un problème et demeure l'un des handicaps qui freinent la marche vers l'atteinte de cet objectif. Accompagner les territoires à tirer profit des projets structurants du programme d'action du gouvernement, l'initiative Marché des territoires vient d'être lancée à cet effet. C'est un projet du gouvernement à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable. Blaise Adankpo nous en dit plus. La promotion de l'économie locale, une préoccupation pour le gouvernement. L'initiative Marché des territoires lancée ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action 2016-2021. Ce projet veut accompagner les territoires à tirer profit pleinement du PAG. La rencontre de ce matin, consacrée au lancement de l'initiative, nous offre l'occasion de passer très rapidement en revue les projets phares du PAG, de partager, à titre d'exemple, les opportunités qui peuvent en découler pour les territoires. Cette initiative se veut donc une stratégie d'arrimage des potentialités locales, communales ou régionales aux projets structurants du programme d'action du gouvernement qui devront impacter et dynamiser les économies locales. Une opportunité à saisir par les terroirs. Le PAG offre ainsi aux territoires plusieurs opportunités pour entrer dans une vraie dynamique de construction de pôles de compétitivité au sein desquels des projets de différentes échelles et tailles s'articulent. Nos territoires ne doivent pas manquer ces opportunités qui sont porteurs d'un effet levier indéniable sur les économies régionales et locales. C'est pour toutes ces raisons que le ministère du cadre de vie et du développement durable entreprend, par le biais de la délégation à l'aménagement des territoires, l'initiative Marché des territoires. L'initiative Marché des territoires constitue donc une stratégie d'articulation des potentialités locales au projet phare du PAG. Au détour de ce lancement, une minute de silence a été observée en mémoire de Donatien Nohoyon, préfet des Collines, décédé le vendredi 24 mars dernier. Dernier sujet de ce journal, l'association Andy Musique Plus œuvre pour le renouvellement de ses instances dirigeantes. Elle a organisé ce samedi 25 mars la 3e assemblée générale élective. Les travaux ont eu lieu à Godomain. Les précisions avec Jérôme Mombor et Petroni Lokoso. Créée en 1998, l'association Andy Musique Plus regroupe les artistes qui ont pour handicap la déficience visuelle, motrice et des enfants en situation difficile. Grâce à plusieurs organismes tant nationaux qu'internationaux, elle a pu réaliser quelques actions phares. Nous avons inscrit une orpheline en vue de l'apprentissage en coiffure. Regardez cette dame qui est assise dans un fauteuil roulant. Elle est très malade et elle attend d'être évacuée. Le dossier se trouve par exemple aujourd'hui au ministère des Finances et nous voulons prier les autorités de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nos artistes commencent par être connus. Nous sommes au studio en train de réaliser
notre tout premier album de 16 titres, s'il vous plaît. Par manque de moyens, Handi Musique Plus n'a pas pu atteindre tous les objectifs fixés au départ. Mais déjà, la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin salue le modèle de gestion transparente conduite par Roger Tchaou. Lorsque on est en association et qu'on prend le temps chaque fois de s'asseoir pour évaluer ce qu'on a fait, de définir de nouvelles perspectives et surtout d'essayer de mettre chacun au travail, l'association grandit toujours. Et c'est mon souhait pour Handi Musique Plus qu'elle grandisse et que d'ici quelques mois, nous puissions assister au lancement d'un album de Handi Musique Plus. C'est mon grand souhait. Au terme du congrès, Roger Tchaou est reconduit à la tête d'un bureau de 7 membres, dont le secrétariat est assuré par Oscar Sekoufolé. Que les artistes qui sont dans le pays aillent se faire enregistrer. Et après ce congrès, le bureau va se rapprocher du ministre des Affaires sociales ainsi que celui de la culture pour que nous leur fassions connaître le plan d'action. Mais nous voulons remercier également Handicap International qui constitue un partenaire. Aujourd'hui, nous sommes dotés d'un plan stratégique d'action et d'un manuel de procédure. Ce manuel de procédure servira de boussole pour les activités de l'association Handi Musique Plus. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et les feuilletons Les Choix de l'amour et Oui Vautio. Retrouvez le journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.